Dans cette vidéo, je te montre 5 choses que j'aurais voulu savoir quand je faisais mes premiers pas sur Archicad. Mon ignorance quant à l'utilisation des outils d'Archicad m'a poussé, dans bien de cas, à avoir recours aux méthodes mathématiques. Je te montre tout cela dans ce tuto. Alors regarde jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Salut à toi, bienvenue sur Oya Archi. Sur cette chaîne, nous parlons d'architecture, de design intérieur et de la conception architecturale sur Archicad. Alors si ces thématiques t'intéressent, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors on va vite aller dans le vif du sujet. Pour commencer, on va d'abord paramétrer les unités de travail, les préférences projet. Donc on va dans options, préférences projet et unités de travail. C'est très important quand vous commencez votre projet Archicad. Il faut paramétrer les unités de travail. Donc moi je vais choisir millimètres. Vous pouvez bien évidemment choisir centimètres ou décimètres ou mètres. On choisit millimètres et on fait OK. Voilà. Donc les préférences projet sont désormais paramétrées en millimètres. Donc le premier point que je vais partager avec vous, c'est comment diviser un mur, par exemple une ligne, en n parties égales. Ça c'est très important. Parce que quand vous allez commencer à travailler sur des projets un peu plus compliqués, un peu plus complexes, par exemple vous avez un plan. Alors je vais choisir la géométrie polygonale. Vous avez par exemple là, voilà, n'est-ce pas? Je fais OK, je rends la commande. Là par exemple vous avez un mur et vous voulez placer par exemple 3 fenêtres le long de ce mur. Voilà, donc on va supposer que vous avez un mur, par exemple ce mur, et vous voulez placer 3 fenêtres, par exemple, de manière équidistante sur ce mur. Donc, bien évidemment, vous allez choisir, sélectionner l'outil fenêtre, et vous allez tâtonner, par exemple, là, on a une première fenêtre, n'est-ce pas? Et là, une deuxième fenêtre et une troisième fenêtre. Alors, le problème, c'est que là, les fenêtres ne sont pas disposées de manière équidistante, n'est-ce pas, par rapport à ce point et ce point. Donc, si le problème, c'était de placer une fenêtre seulement, donc au milieu, ça aurait été très facile. Donc, on va d'abord supprimer les deux fenêtres. On veut placer cette fenêtre, n'est-ce pas, au milieu de ce mur. C'est très simple parce que on va chercher juste le milieu du mur. On va chercher l'outil ligne ou l'outil arc et cercle. On se place sur ce point, on vient là, on trace un arc de cercle et on fait la même chose. On se place sur ce point, on vient là, également un arc de cercle. OK, on va choisir donc l'outil ligne, on se place sur ce point et on trace. Voilà. Donc là, on vient de trouver le milieu, n'est-ce pas, de ce mur. Ça, c'est la méthode très simple qu'on apprend à l'école, au collège, en 4e, en 3e, etc. Une fois qu'on a trouvé le milieu, on clique sur notre objet, CTRL T, on prend le centre, n'est-ce pas, ce point c'est le centre de la fenêtre, et on dit que ce point est confondu, ou bien se place sur cette ligne, donc c'est droite. Et là, on a résolu le problème. Donc on a placé la fenêtre au centre, au milieu, n'est-ce pas, de ce mur. Mais là, le problème est très simple. Mais si il s'agissait par exemple de placer 4 fenêtres, par exemple. 4 fenêtres. Mais si c'est 3 fenêtres également, c'est facile parce que une fois qu'on a placé une fenêtre là, pour qu'il y ait 3 fenêtres, donc on va placer une deuxième fenêtre là et une troisième fenêtre également là. Donc ça revient à diviser ce mur en 4 parties. Donc on aura ici un point et là également un point. Là encore, c'est très facile. On va prendre donc l'outil cercle. On se place sur ce point et on fait un arc de cercle. On vient encore là, on fait la même chose. Encore un arc de cercle. Là, on va prendre le milieu et on définit donc un point. C'est très simple. On va faire donc la symétrie par rapport à cette droite. Et là, on aura un autre point. Donc, ce qui reste, c'est juste de copier notre fenêtre. On la place là et également là. Voilà. Donc là, on a placé 3 fenêtres, n'est-ce pas, le long de ce mur. Donc ça revenait à diviser notre mur en 4 parties. Donc vous voyez, une première partie
une deuxième partie, une troisième partie, une quatrième partie. Donc là, c'est une subdivision en n parties égale n étant pair. Parce que la subdivision par 2, c'est placé donc au milieu du mur. La subdivision par 4, c'est donc de placer 3 points. Maintenant, supposons qu'on ait une subdivision par 3. Donc, on va faire une copie. Attention, je ne copie pas les coupes et les lignes. Donc, CTRL L pour faire une copie, un déplacement avec copie. Donc, je vais supprimer les lignes et les fenêtres. Bon, quoi qu'on avait déjà utilisé, on avait déjà trouvé le centre. On va supprimer. Donc, on va se donner un problème comme la subdivision de ce mur en n parties égales, n étant un nombre impair, par exemple un nombre comme 3. Donc, comment diviser ce mur en 3 parties égales? Ça, c'est le problème. En mathématiques, ça se résout très facilement en utilisant ce qu'on appelle par l'homothétie de Thalès. Ça s'appelle l'homothétie de Thalès, mais en fait, c'est la conséquence du théorème de milieu. Alors, comment s'énonce le théorème de milieu? Lorsqu'on est dans un triangle, n'est-ce pas? Alors, vous savez qu'un triangle, c'est une figure qui a 3 sommets, donc 3 côtés. On va chercher donc le point chaud. On a un premier point, un deuxième point et un troisième point. Un triangle quelconque. Alors, on va mettre... Voilà un triangle, n'est-ce pas? On va juste relier les sommets. Ce point jusqu'à ce point là et là. Donc voilà, ici on a un triangle. Le théorème des milieux dit que si une droite passe par les milieux de deux côtés, cette droite est parallèle au troisième côté. Voilà comment s'énonce le théorème de milieu. Alors on va chercher d'abord les milieux des deux côtés, par exemple de ce côté et de ce côté. Donc on vient sur ce point, on cherche un arc de cercle, il a également un arc de cercle, n'est-ce pas? Alors normalement ça devait être symétrique. Je vais CTRL J. Voilà. Donc la droite qui passe par ces deux points, en fait, coupe notre segment en son milieu. Donc ce point, le point d'intersection de cette droite et le segment, c'est le milieu du segment. Donc là, on vient de tracer, on vient de trouver le milieu, n'est-ce pas, de notre premier segment. Donc de ce premier côté. On va chercher également le milieu du deuxième côté. Toujours avec la même méthode. Voilà, un arc de cercle. Et là, un deuxième arc de cercle. Donc normalement, ça devait être jusqu'en bas. Donc CTRL J. Symétrie par rapport à cet axe. Et on cherche à tracer une droite qui passe par ces deux points. Alors cette droite va couper donc notre segment, donc notre côté, en son milieu. Donc voilà, on a trouvé également le milieu de ce côté. Voilà. Donc on va prendre juste les points chauds. On va prendre copie. Alors, CTRL L. Je vais prendre le point chaud. Voilà, là c'est un point chaud. Là également on a un point chaud. Ouais, il est là. Alors, pourquoi est-ce que rouge ça sort pas? Même bleu, par exemple. Ouais. On laisse rouge. Voilà, donc là, on a un point chaud et là également, on a un point chaud. Voilà, magnifique. Donc, on va juste tracer une droite qui passe par ces deux points. Alors, comme c'est une droite, normalement, ça se prolonge à l'infini. Voilà une droite. Donc, comment s'énonce le théorème des milieux? Cette droite, on va la mettre en bleu peut-être. Voilà. Le théorème de milieu dit que une droite qui passe par les milieux dans un triangle quelconque, une droite qui passe par les milieux de deux côtés est parallèle automatiquement au troisième côté. Voilà un théorème. C'est un théorème. C'est un théorème mathématique. Donc c'est sérieux. C'est pas les jeux. Ça se vérifie toujours. Puisque un théorème est théorème si on l'a démontré. Il y a une preuve de ce théorème, de la véracité de ce théorème. Donc, cette droite qu'on vient de tracer, qui passe par les milieux des deux côtés, est parallèle
au troisième côté du triangle si les deux droites sont confondues. Donc, on va faire un déplacement, une translation. Donc, faire glisser cette droite et voir si ça sera confondu au troisième côté. On va déplacer jusque là. Voilà. Vous voyez que non, c'est parfaitement confondu. Donc, puisque c'est confondu, on conclut que les deux droites sont parallèles. Donc, voilà la vérité. Donc, on vient de prouver par la pratique la vérité de ce théorème. Mais ce théorème, en fait, a une conséquence. La conséquence d'un théorème en mathématiques, ça s'appelle généralement un corollaire. Donc, on se souvient que le théorème s'est énoncé de la manière suivante. Dans un triangle quelconque, une droite qui passe par les milieux de deux côtés est parallèle au troisième côté. Donc, le corollaire du théorème, c'est de dire que si on mène une parallèle à un côté du triangle et qui passe par le milieu du deuxième côté du triangle, cette droite, donc cette parallèle, va couper le troisième côté en son milieu. Alors, pour avoir une idée claire, on va déplacer d'abord ce triangle, donc CTRL L, on fait un déplacement là. Alors ça, c'est pas important. On va d'abord supprimer cette droite. Et cette droite également, on va la supprimer. Donc, on a un triangle comme ça. On va énoncer le corollaire du théorème des milieux. Le premier théorème des milieux qu'on avait énoncé en amont. Donc, on va prendre par exemple une droite. On va dire que si je mène une parallèle à cette droite, une parallèle à ce côté, donc là, si on mène une parallèle à un des côtés dans un triangle, par exemple, on choisit ce côté, on va mener sa parallèle, donc la parallèle à ce côté, qui passe par le milieu d'un deuxième côté. Cette parallèle va couper obligatoirement le troisième côté en son milieu. Donc, si on prend CTRL L, on fait déplacer cette droite jusque là, n'est-ce pas? Puisque c'est une translation, donc ça va conserver le parallélisme. Donc, cette droite, n'est-ce pas, est parallèle à ce côté, ce premier côté du triangle. Et cette droite passe par le milieu du deuxième côté du triangle. Conclusion, c'est que cette droite va passer également au milieu du troisième côté. Donc, voilà le corollaire, n'est-ce pas, comment on peut formuler le corollaire, n'est-ce pas, du théorème des milieux. C'est en fait à partir de ce théorème des milieux qu'on va diviser facilement un côté en n parties égales. Supposons qu'on prolongeait ce côté, par exemple, du triangle. On prolongeait jusque là. Ok? On prolongeait et on va dire que, en fait, CTRL L, c'est sur la même distance. Donc, CTRL J. Voilà. Si on prolonge, l'intersection, ce sera exactement... Donc, cette distance, en fait, ce sera la même chose. On va également prolonger donc ce côté. Et là, on est déjà dans les homothéties, la définition de l'homothétie et le théorème de Thalès. Vous allez voir. Voilà l'intersection. Donc là, on va dire Thalès qui est là parce que les parallélismes. Donc, ce côté, n'est-ce pas, est égal à ce côté. Mais le théorème des milieux dans un triangle, ça peut se généraliser. Vous voyez bien que si on considère seulement ce triangle, le parallélisme, c'est ce côté, donc passer par le milieu du deuxième côté, coupe le troisième en son milieu. C'était parce que c'était en fait le milieu de ce triangle. Mais si on considère ce grand triangle, n'est-ce pas, cette droite coupe en fait tout ce côté en un quart. N'est-ce pas? Si on prenait par exemple ici un point A et là un point B, alors on va dans documentation A. Si ici on dit que c'est peut-être le point A, juste que ça soit un peu plus grand, donc on va prendre 5. Voilà. Là par exemple on a un point A et là, CTRL L, on cherche un point B. Désolé, c'est pas les mathématiques, c'est vraiment une partie des mathématiques nécessaires pour comprendre Archicad. De toute façon, la logique d'Archicad, c'est les mathématiques. Lorsque on va faire les nomenclatures ou les classifications, vous allez voir que il y a beaucoup de logique mathématique à l'intérieur. Je crois que sans les mathématiques, on ne peut pas construire quelque chose de sérieux. Donc, ce côté AB, dans ce segment AB, n'est-ce pas, si on construit le segment AB, cette droite qui est en bleu, ça coupe en fait le segment AB en un quart. Voilà. Donc, on peut généraliser le théorème
des milieux en disant que dans un triangle, la parallèle a un côté qui coupe un deuxième côté en un quart, va couper également le troisième côté en un quart. On est d'accord. Donc, en fait, là, on a un quart, on a deux quarts, on aura trois quarts et quatre quarts. Donc, c'est de cette manière qu'on va utiliser ce qu'on va appeler plus tard par l'homothétie de Thalès. En fait, c'est des conséquences, quoi. C'est le théorème des milieux, c'est l'homothétie, c'est Thalès, etc., etc. Donc, on va considérer maintenant la division d'un segment en n parties égales. On va prendre par exemple un segment comme ça. Voilà un segment. On veut, vous voyez, j'ai dessiné un segment de manière hasardeuse. Je veux subdiviser par exemple ce segment en trois parties égales. Voilà. Pour ce faire, je vais dessiner un deuxième segment quelconque que je vais par exemple subdiviser en trois parties. C'est moi qui décide. Donc je vais CTRL L. Voilà, je mets ici par exemple une première partie. Donc CTRL L. Si je déplace, j'aurai une deuxième partie. CTRL L encore. Et donc là, on aura une troisième partie. Voilà. Donc là, j'ai divisé, n'est-ce pas, ce segment en trois parties. C'est un segment intermédiaire que j'ai dessiné pour que à la fin, je puisse subdiviser ce segment initial en trois parties. Ce que je vais faire, c'est de relier les extrémités, n'est-ce pas, de ces segments-là. Donc, j'obtiens un triangle. Je fais fonctionner alors le théorème des milieux. Le théorème des milieux disait quoi? Que, vous voyez que là, on a un triangle. Dans un triangle, la parallèle a un côté. Donc, si on considère ça un côté, la parallèle a un côté qui passe par, que ce soit le quart, le tiers, la moitié, donc qui passe par le énième, on va dire le énième d'un deuxième côté, va couper également le troisième côté en son énième. Donc, on va juste mener des parallèles à ce segment parallèle. Donc, on fait donc une translation parce que la translation conserve le parallélisme. Voilà une translation. CTRL L encore. Une deuxième translation. Voilà. Donc, cette translation, ces segments qu'on vient de translater, leur intersection avec le troisième côté sera les milieux ou les tiers ou les un quart, etc., etc. Donc, puisque le segment intermédiaire qu'on avait dessiné, on l'avait divisé en trois parties, les parallélismes à ce deuxième côté va couper le troisième côté également en trois quarts, en un tiers. Puisqu'on avait divisé en trois parties, là également sera divisé en trois parties. Donc, c'est de cette manière qu'on divise un segment quelconque en n parties si n est impair. Voilà. Donc là, je viens d'exposer toute la théorie mathématique des théorèmes des milieux, homothétie ou théorème de Thalès. Donc, on revient à notre problème initial. On voulait, n'est-ce pas, diviser ce segment, donc ce mur, en trois parties égales. Donc, si on aura une première partie, une deuxième partie. Donc, ce qu'on va obtenir, c'est qu'on aura deux fenêtres qui se placeront de manière équidistante par rapport aux extrémités. Donc, ce sera dans les milieux, se placeront au milieu, en fait, à un tiers et à deux tiers. Donc, on va faire la même chose. On va placer, par exemple, on va dessiner un segment intermédiaire. Voilà un segment intermédiaire. Et ce segment, on va, par exemple, le diviser en, je sais pas, en trois parties. Donc là, on aura une première partie, CTRL L, une deuxième partie, CTRL L encore, et une troisième partie. Bon, ce qui reste, on peut supprimer. L'algorithme, c'est de relier donc les extrémités, donc ce point avec ce point. Ok? Donc là, ce point et ce point forment un triangle, c'est-à-dire une figure qui a trois côtés et trois sommets. Donc, on fait fonctionner maintenant le théorème des milieux. En fait, la conséquence, le corollaire du théorème des milieux. C'est-à-dire que la parallèle a un côté qui passe par le milieu, donc, ou le tiers. Donc, la parallèle a un côté qui passe par le tiers du deuxième côté, coupe le troisième côté aussi en son tiers. Voilà, c'est ça le parallélisme. Donc, CTRL L, on va juste déplacer, on vient le mettre ici. CTRL L encore, on va le mettre ici. Donc, l'intersection, en fait, de ces segments translatés avec le troisième côté
sera en fait les tiers du troisième côté. Et là, donc, on a les points d'intersection et on peut facilement placer le mur par là. Alors, si on prend L, on peut prolonger là. Et là également, on peut prolonger là. Donc, en fait, c'est ce point-là. Donc, on prend le segment, on prend la fenêtre et on vient placer la fenêtre aussi facilement. Et voilà, donc on a placé deux fenêtres de manière équidistante, n'est-ce pas? C'est que cette distance jusqu'au coin, c'est également égal à cette distance et c'est égal à cette distance. Donc voilà un peu la manière, la méthode que j'utilisais que pour placer les fenêtres sur un mur en n parties, n étant impair. Mais ça, en fait, c'est une méthode très mathématique. Si vous ne connaissez pas le théorème des milieux, vous ne connaissez pas les homothéties, le théorème de Thalès, vous ne pouvez pas faire ça. Archicad a simplifié le travail. Je vais supprimer. Archicad a simplifié le travail en faisant quoi? Alors, je vais juste remettre ces points. Je vais supprimer plutôt les fenêtres. Archicad a utilisé en fait la logique mathématique pour simplifier, pour que les gens qui n'ont pas fait les mathématiques à l'école peuvent quand même utiliser Archicad. C'est en fait le guide d'intersection. Le guide d'intersection, si c'est pas activé, en fait, quand vous placez sur un objet, un mur, une droite, enfin un mur, une ligne, etc., Archicad vous propose les milieux, les tiers, etc. de cet objet, de cet élément. En ce moment, chez moi, c'est pas activé, mais pour l'activer, il faut venir ici. Cet élément s'appelle guide et point d'attraction. Quand je clique, vous voyez qu'il n'y a pas une enveloppe bleue là-dessus. Quand je clique, désormais c'est activé. Quand je me place sur mon objet, vous voyez que là maintenant, Archicad me propose un point qui est le milieu. Le milieu, donc, c'est Archicad divise déjà ce segment en deux parties égales. Donc, je vais venir dans guide et point d'attraction. Vous voyez que là, c'est moitié qui est sélectionné. Je peux définir valeur de point d'attraction. Ici, c'est 4. Je vais définir que c'est 3 par exemple. Donc, je vais diviser ce mur en 3 parties égales, c'est-à-dire une partie, deuxième partie, troisième partie, et je fais OK. Quand je reviens dans les options, on voit que division par 3. Donc, par défaut, c'est moitié. Je vais choisir division par 3. Et là, maintenant, désormais, quand je vais me placer sur mon mur, Archicad va me diviser en 3 parties égales. Alors, Archicad ici a divisé en 3 parties. C'est tout le mur. Si j'avais considéré seulement la partie interne, par exemple là, en 3 parties, voilà. Voilà, quand je mets, en fait, ça c'est cette ligne égale exactement la longueur de la partie interne de notre mur. Quand je me place là, Archicad me propose des points de division de cette ligne en 3 parties égales. Vous voyez que le prolongement de cette ligne passe exactement par ces points que Archicad nous propose. Donc, Archicad vient automatiquement de diviser notre ligne en 3 parties égales. Au lieu de faire toute la théorie que je viens de développer ici, les théorèmes de milieu, les corollaires, les homothéties de Thalès, etc. En un clic, vous divisez votre élément en 3 parties égales, n'est-ce pas? En n parties, n étant impair, très facilement. Donc voilà ce qu'il faut faire désormais. Alors, la deuxième chose que j'aurais voulu savoir au début quand j'apprenais Archicad, c'est l'utilisation des calques. Alors, vous pouvez me croire que si vous ne maîtrisez pas l'utilisation des calques, vous ne serez jamais master, vous ne serez jamais maître dans Archicad. Ça, c'est la base. Les calques, c'est comme l'âme des objets dans Archicad. Et ça occupe une place de choix dans la classification des objets dans Archicad. Lorsque vous allez travailler de manière profondément dans Archicad, en utilisant les classifications, quand vous allez créer des nomenclatures, etc., nomenclature des éléments, les listes, vous serez obligé d'utiliser les calques. Les calques et d'autres éléments, bien sûr. Alors, dans l'utilisation des calques,
l'un des éléments importants, c'est par exemple, alors si on va en 3D, on voit par exemple, n'est-ce pas, les murs qu'on vient de dessiner. Alors, on va changer le calque de ce mur par exemple. Là, quand on clique sur un objet, on voit que l'objet se trouve dans structure mur extérieur. On va par exemple créer un calque. Donc, on va dans CTRL K pour ouvrir les options calque et on va créer un calque. Alors, je rappelle juste que j'ai déjà fait une vidéo sur les calques, une vidéo très riche sur les calques. Je vais mettre le lien vers cette vidéo dans la description. Allez regarder cette vidéo, elle est très riche. Donc pour créer un calque, je vais dans nouveau. Alors je vais mettre juste un petit tiret pour que ça apparaisse en haut de la liste et je vais dire que c'est mur 1 par exemple. Je fais OK, n'est-ce pas? Mon mur apparaît là, mise à jour, pour juste mettre à jour les combinaisons de calques, tous les calques. Tout ça, c'est expliqué dans la vidéo dont je parle. Donc je fais OK. Alors je viens de créer un nouveau calque. Je vais sélectionner mon mur. Je vais le mettre dans le calque par exemple. Mur 1, le calque qu'on vient de créer. N'est-ce pas? Donc désormais quand je clique sur mon mur, c'est mur 1 qui apparaît ici. Alors que les autres murs, c'est dans structure, mur extérieur. OK. Alors là on a un calque. On a donc un mur qu'on peut déplacer. Déplacement. Voilà. Et on va créer donc un deuxième mur. Voilà. Clic droit, OK pour rendre la commande. Là, on a un deuxième mur. Et ce mur, on va le mettre dans un deuxième calque qu'on va appeler mur numéro 2. Donc, on va dans les options calque, CTRL K, ou vous allez dans documentation, calque, calque encore. Vous voyez que juste au coin, il y a combinaison de... Enfin, raccourci CTRL K pour ouvrir les options calque. On va créer encore un deuxième calque qu'on va appeler mur numéro 2. OK, mise à jour, OK. Voilà. On sélectionne le deuxième mur, on dit que ce mur va se mettre dans le calque mur numéro 2. OK. Alors, lorsque vous allez travailler dans des projets sérieux, enfin des projets compliqués, complexes, voir que vous allez masquer certains calques. Donc, si un objet comme le mur se trouve dans un certain calque et que ce calque est masqué, n'est-ce pas, cet objet ne va pas exister, ou enfin, ça ne va pas apparaître physiquement de manière matériellement, n'est-ce pas, dans votre projet. On va essayer de le faire. Donc, on va dans les options calque. On choisit par exemple le mur numéro 2. Donc, mur 2, on dit que ce calque, on veut le masquer. Donc, on clique sur cet œil et que là, l'œil est barré, donc est masqué. Je fais toujours mise à jour. Il faut toujours faire mise à jour, donc mettre à jour, pour mettre à jour en fait la combinaison de calques liés. Et je fais OK. Dans mon projet, on voit que le mur qui était dans le calque mur 2 disparaît, ou du moins n'est pas affiché. Mais ce mur intersectait un deuxième mur qui était dans le calque mur 1, qui est dans le calque mur 1. Archicad en fait laisse un trou ici pour dire que en ce point d'intersection, il y a un mur qui n'est pas affiché mais existe quand même dans le projet. C'est en fait un signal qu'Archicad nous donne. Mais sur une vue, laisser ce trou, c'est pas propre, ça paraît sale. Ce qu'il faut faire, c'est de remplir ce trou. Alors, comment remplir ce trou? On peut remplir ce trou facilement avec les calques, en fait, avec les groupes d'intersection des calques. Donc, on va aller dans les options calque, donc CTRL K, ou encore vous allez dans documentation, calque, calque encore, et juste là où se trouve le mur 1, puisque l'intersection se faisait entre le calque mur 1 et le calque mur 2. Or, dans notre projet, le calque mur 2 est masqué. Comme il est masqué, Archicad va laisser un trou à l'endroit d'intersection, donc au point d'intersection entre mur 1 et mur 2. Ce qu'il faut faire, c'est d'augmenter, n'est-ce pas, les groupes d'intersection pour le mur 1. Le groupe d'intersection se trouve ici, là. C'est le groupe d'intersection. En fait, dans Archicad, il y a un coefficient associé à chaque calque. C'est en fait les priorités d'intersection. Par exemple, pour les murs, quand un mur est masqué, ça laisse un trou. Donc, on va augmenter légèrement la priorité, c'est-à-dire les groupes d'intersection pour le mur numéro 1. On va mettre 2 par exemple. Quand on met 2, on fait toujours mise à jour
pour mettre à jour la combinaison de calques associés et on fait OK. En faisant OK, on dit que le mur numéro 1, c'est-à-dire le calque du mur numéro 1, devient prioritaire par rapport au mur numéro 2 dans cette vue. D'accord? Donc en faisant OK, le trou est rempli. Donc le mur qui se trouve dans le calque mur 1 a une priorité dans cette vue par rapport au mur 2 qui est masqué ici. OK? Donc voilà. Alors, toujours dans l'utilisation des calques, un des éléments importants, enfin, c'est pas moi qui faisais cette erreur, c'est plutôt un ami. Là, pour le coup, j'avais déjà une maîtrise d'Archicad, donc lui, il faisait ses débuts et je voyais comment il travaillait. Je l'ai appris ça, donc l'utilisation des calques. Ce qu'il faisait, c'est que quand il importait par exemple une image, alors on va prendre une image, voilà une image, on prend par exemple l'image qu'on va importer dans Archicad. Donc on va juste glisser dans Archicad et là voilà une image. Ça peut être par exemple un dessin sur lequel vous voulez travailler et cette image se trouve dans un calque divers. Alors je vais créer un calque pour cette image. Je vais dire que c'est plutôt image numéro 1. Après je vais donc masquer. Je fais mise à jour OK. Je dis que mon image se trouve en fait dans le calque image 1. Quand je clique désormais sur mon image, c'est le calque image 1. OK. Alors, il importe une image, il travaille, ça peut être par exemple un plan, je sais pas, topographique, etc., tout ce que vous voulez. À un moment, il ne veut plus de cette image, ou encore il veut masquer cette image. Ce qu'il fait, lui, en fait, il supprime l'image. Après, en continuant de travailler, il se trouve qu'il a encore besoin de cette image et il va encore importer l'image pour la deuxième fois. Voilà, il importe encore l'image. Voilà. Et par défaut, toutes les images qui seront importées seront dans le calque divers images. Donc, on va encore mettre cette image dans le calque M1. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que à un moment donné, si vous n'avez plus besoin de l'image, ce qu'il faut faire, c'est juste de masquer le calque qui est lié à cette image. Donc on va juste dans les options calque, donc CTRL K. Alors CTRL K et on clique sur le calque image 1, on masque, mise à jour et OK. Et dans notre projet, notre image n'existe plus, est masquée. Vous pouvez continuer à travailler librement sans que votre image vous embête. Voilà, vous dérange. Donc voilà encore un deuxième point très important qu'il faut savoir sur les calques. Donc on va passer très rapidement au troisième point. Le troisième point, c'est la création des vues. Là encore, c'est un élément très important. Quand vous travaillez sur Archicad, au début, vous travaillez souvent avec cette structure. C'est très important, c'est la structure basique de votre projet, du projet Archicad. Donc là, vous avez les étages, vous avez les coupes, vous avez les façades, élévation, les feuilles de travail, la documentation, documents 3D, nomenclature, etc., etc. Juste après, vous avez les vues. Après, vous les mises en page et puis les éléments que vous utilisez pour imprimer, la publication en fait, la publication du projet. Donc, on revient sur les vues. Pourquoi est-ce que les vues sont très importantes? Alors, je vais juste ouvrir un autre projet, par exemple ce projet. Voilà, c'est en fait un projet salle de classe que je vais dessiner. Là, vous avez par exemple la perspective 3D. Voilà une perspective qui est en fait une vue. À chaque fois que je vais cliquer sur la vue, Archicad va me donner cette vue là. Même si je modifie, je fais tout ce que je veux, quand je clique deux fois, Archicad me propose toujours cette vue. C'est une vue, enfin un instant du projet qu'on a figé. L'importance des vues, c'est que si vous travaillez seulement sur la 3D perspective générique ici, je peux modifier l'élément. Par exemple, je reviens sur l'étage et quand je vais encore activer la 3D, documentation perspective, vous voyez que ça n'a pas gardé la vue, n'est-ce pas? Ça a gardé en fait la position, la dernière position qu'on avait laissée, la 3D. Travailler avec cette structure, c'est bien, mais
à un moment donné, vous serez bloqué. Alors que lorsque vous travaillez avec les vues, vous avez une infinité de possibilités. Par exemple, je veux avoir les éléments, enfin, avoir une vue de l'intérieur de ce bâtiment. Je vais donc faire une coupe. Je prends une coupe jusqu'à ce niveau, par exemple. OK. Et je dis terminer. D'accord. Alors, le problème, c'est que quand je clique 2 fois sur 3D perspective, Archicad va me donner l'image, la position avec laquelle j'ai enregistré ma vue 3D perspective. Donc, je vais encore faire la même manipulation que je viens de faire tout à l'heure. C'est-à-dire faire une coupe pour pouvoir voir les éléments internes de ce bâtiment. OK. Si je veux garder cette vue, alors je vais créer donc une vue. Je viens donc créer une vue. Je dis que c'est peut-être ma coupe 3D. Donc vous renommez. Et je fais créer. Donc voilà, là je viens de créer ma coupe 3D. Quand je reviens sur 3D perspective, bien évidemment, Archicad va me montrer la vue que j'avais enregistrée 3D perspective. Et quand je reviens sur ma coupe, vous voyez que là j'ai une coupe. Voilà, donc travailler avec les vues, c'est très important. On peut faire ça avec les 3D, mais aussi avec le rez-de-chaussée, par exemple. Là, vous avez une vue. Surtout si vous travaillez sur un projet de design intérieur, même un projet d'architecture, vous aurez toujours besoin des vues. Par exemple, pour un projet de design intérieur, par exemple, vous avez la vue plan des meubles, plan de l'électricité, plan d'aménagement, enfin tout ce que vous voulez. Et vous pouvez créer autant de vues que vous voulez avec des combinaisons de calques différentes, parce que quand une vue est active, vous allez dans Réglages, vous aurez les attributs de cette vue, les éléments qui composent cette vue. Donc vous avez les combinaisons de calques, vous avez l'échelle, affichage des structures, jeu de stylo, option vue modèle, substitution graphique, filtre de rénovation. Ce sont des éléments que vous pourrez paramétrer et associer à chaque vue. Et à chaque instant, vous aurez une vue différente quand vous passez d'une vue à une autre, selon que les attributs sont paramétrés ou bien configurés de manière différente. Voilà un peu ce que je peux dire sur les vues. J'ai fait une vidéo sur les vues. Je vais mettre le lien dans la description. Allez regarder la vidéo sur les vues. Elle est très importante. Donc, je rappelle juste que ce projet, vous pouvez le télécharger. Je vais mettre le lien vers le téléchargement également dans la description. Vous pouvez télécharger le projet et puis vous en inspirer, les paramétrages, etc. Il y a un tuto sur la chaîne, comment j'ai dessiné tout ça là, cette forme parabolique. En fait, c'est même là, avec des équations mathématiques. Pour créer une parabole, c'est d'abord une ligne, c'est la trace, et de la trace, vous dessinez toute cette réalité là. Donc je vais mettre également le lien de la description vers le tuto qui explique comment dessiner toute cette réalité. Donc voilà. Alors le quatrième point qu'on va voir, c'est le déplacement d'un objet par rapport à une origine temporaire. Dans Archicad, vous savez qu'il y a une origine des espaces, c'est cette petite croix là. Ça en fait c'est l'origine des espaces. Mais à chaque instant que vous travaillez, Archicad crée une origine secondaire, on va appeler une origine secondaire comme ça. Alors par exemple, si je prends cette fenêtre et que je veux placer cette fenêtre, alors je vais d'abord mesurer, Shift M, cette distance c'est alors 3000 mètres. Ok, supposons que je veux placer cette fenêtre à une distance comme 1500 mm, c'est-à-dire 1,50 m par rapport à ce coin. Ce que moi je faisais au début, c'était de cliquer sur la fenêtre, je fais CTRL, je déplace en fait ma fenêtre d'abord jusqu'au fond et je fais encore déplacement et je dis que ce déplacement c'est 1500. Logique, n'est-ce pas? C'est ce que tout le monde fait. Dans Archicad, en fait, on peut faire ça de manière très rapide. Au lieu de déplacer d'abord au fond et puis faire 1500, c'est de faire juste un déplacement
Je déplace jusqu'à ce point. Quand j'arrive à ce point, alors vous voyez qu'il y a un petit cercle bleu qui apparaît pour dire que en ce moment, Archicad a défini une origine temporaire pour cet élément. Donc, ma fenêtre se place sur ce point et ce point est considéré comme origine temporaire. Je vais renseigner une distance comme 1500 dans la commande, dans le petit tableau qui apparaît sur mon écran. Donc, je vais dire 1500 et je vais dire moins. Dire que c'est moins, ça veut dire que non, mon objet va se déplacer dans le déplacement contraire. Parce que, regardez, ce que je fais, c'était quoi? J'ai fait CTRL L. Voilà le sens de mon déplacement. Quand je déplace, Archicad enregistre mon déplacement. Donc, ce sens de déplacement, c'est un sens positif. Arrivé à ce point, je dis, j'enregistre 1500. Alors, je me mets là et je dis 1500. Quand je dis moins, ça veut dire que Archicad va faire le sens contraire de mon mouvement. Je dis moins et je fais OK. Voilà. Donc, Archicad a fait un déplacement contraire par rapport à mon mouvement. Si je prolongeais par exemple ce mur jusque là, je prends, n'est-ce pas, cette fenêtre, je vais déplacer, faire la même chose, je déplace jusque là. Cette fois-ci, au lieu de faire 1500 moins, je fais 1500 plus. Archicad a enregistré bien évidemment mon déplacement. Donc le déplacement de ce point jusqu'à ce point, c'était le sens positif. Je me mets là, je dis 1500 et cette fois-ci je mets plus. OK. Plus, en fait, Archicad se déplace de manière positive. Donc dans le même sens. Et bien évidemment, la distance entre ce point et le coin de ma fenêtre, c'est 1500. On peut vérifier. Donc Shift M. Je mesure ce point jusqu'à ce point. Vous voyez bien que c'est exactement... Alors, est-ce que j'ai pas fait une erreur? Donc, CTRL L. C'est ce point. Je viens le mettre ici. Voilà, Archicad définit une origine. Et je fais 1500. Je fais plus. Voilà, je fais OK. Shift M. C'est ce point jusqu'à ce point. Voilà, vous voyez que c'est 1500 piles. 1500 piles. Exactement comme la distance de là à là également, c'est 1500 piles. Donc voilà les déplacements. Au lieu de déplacer au coin et de faire 1500, vous pouvez faire déplacer de cette manière. Alors, il y a encore une deuxième manière de placer un objet dans l'espace. On va placer par exemple un objet. On choisit donc les objets. Voilà, par exemple un lit. Voilà un lit. OK? Voilà. Si je suppose que je veux placer ce lit à une distance comme 1500 par rapport à X, donc si on considère ce point comme origine temporaire, je veux placer mon lit quelque part ici dans l'espace, de telle sorte que son X soit 1 mètre seconde et son Y soit 3 mètres. OK? Archicad, en fait, quand il définit une origine temporaire, ça crée une espèce de repère orthonormé. Où là, c'est l'origine, là, c'est l'axe des X, et là, l'axe des ordonnées. Donc, on va déplacer. Ce qu'on devait faire lorsqu'on ne maîtrise pas, on déplace d'abord notre objet vers ce point. Et qu'est-ce qu'on fait? On déplace sur les X 1500. Donc 1500, OK. Et après, on déplace sur les Y, par exemple, 3000. Par exemple, alors on va dire 6000. Par exemple, 6000. OK. Donc voilà, on a déplacé. Si on mène des lignes, là à là, on voit que la distance entre ce point et cette ligne, c'est 1500. Donc, la coordonnée de ce lit par rapport à X, enfin par rapport à cette origine, son X est 1500 et son ordonnée c'est 6000. Donc voilà. Là, on a dessiné un peu de manière mécanique. Là, on a d'abord déplacé vers les X et après vers les Y. Donc Archicad, on peut déplacer automatiquement directement. Donc en faisant quoi? CTRL L. Quand je me place sur ce point, alors je reste là, il y a un cercle bleu qui apparaît pour dire qu'en ce moment, Archicad a défini une origine temporaire. OK? Je vais cliquer sur X
dans mon clavier X et je dis que X est 1500. Je donne une distance comme 1500. Je clique sur Tab pour aller vers le Y et je dis que c'est... Alors, attention, quand j'arrive là, je dis X. X c'est 1500 plus. Voilà. Après, je tape sur Tab. Je dis c'est 6000 également plus. Voilà. Donc, c'est maintenant et je fais OK. Donc, vous voyez que Archicad a fait exactement la même manipulation. Archicad a placé mon objet exactement au même lieu géométrique que la manipulation précédente. Si on mène des lignes, on aura exactement 1500 et 6 mètres. On peut vérifier. Shift M. Première coordonnée, c'est-à-dire les X, 1500. Deuxième coordonnée, c'est-à-dire les Y, 6000. Donc, voilà ce que j'aurais dû faire au début, mais je ne savais pas. Quand même, je travaillais comme tout le monde, c'est-à-dire je déplaçais d'abord vers le coin. Je déplace par rapport à X, 1500. Alors, déplacement par rapport à X. Je clique sur mon objet. Mon objet sélectionné, je déplace par rapport à X, 1500. Exactement, je place sur ce point. Et je déplace par rapport à Y, 6000. Et ça se place sur ce point. Vous voyez que les deux objets sont confondus. Donc, voilà un peu le déplacement. Donc, le quatrième point. On va passer au cinquième point et au dernier point. Alors, le cinquième point, c'est le transfert des paramètres. Le transfert des paramètres d'un objet à un autre. Si on place les objets, par exemple, comme les arbres, donc, on va dans visualisation, environnement, on charge, par exemple, jardin, et puis on prend les arbres. On prend un arbre. Ouais. Ici, par exemple, arbre. Attention, ça charge. Alors, les amis, abonnez-vous. Alors, on prend par exemple ça. On place un arbre. Pas un arbre là. Et encore là. On va en 3D. Voir ce que ça va donner. N'est-ce pas? Voilà un arbre. On a 3 arbres. On va changer les dimensions de cet arbre. Alors, l'arbre a une hauteur comme 9000 mètres. En 9000 mm, donc 9 mètres. On dit que c'est 12 000 mm. Ok? Voilà, l'arbre maintenant a une hauteur de 12 000 mm, donc 12 mètres. Alors, je veux communiquer les paramètres de cet arbre dans cet arbre. Alors, je vais déplacer d'abord. Alors, je veux communiquer les paramètres de cet arbre dans cet arbre. Ce qu'il faut faire, c'est de cliquer ici. Alors là, d'abord, prendre les paramètres. Je clique, je prends les paramètres de cet objet. Après, je clique là, injecter paramètres. Quand je viens injecter paramètres, cet objet va prendre donc les paramètres de cet objet. Alors, pour faire ça rapidement, ce qu'il faut faire, c'est de cliquer sur Alt sur votre clavier. Quand je clique sur Alt, vous voyez que cette petite pipette apparaît. Je clique, là j'ai pris les objets et je viens sur... Voilà. Donc, vous cliquez sur Alt pour prendre les propriétés et vous venez là, CTRL Alt pour injecter les propriétés. Quand j'appuie sur Alt, vous voyez que c'est cet élément qui est apparu. Je clique et quand je clique sur CTRL Alt, c'est le deuxième élément qui apparaît. OK? Et vous communiquez les propriétés. C'est aussi très important quand vous travaillez par exemple sur les objets comme les fenêtres. Voilà par exemple une fenêtre qui a des dimensions 1500 et 2000 et 900. Je vais dire que là par exemple c'est 2000 et là c'est, on va dire 1200. Ok, voilà. Donc voilà les gabarits, les dimensions de la fenêtre. Quand je vais dans les fenêtres, je prends, alors là c'est une fenêtre simple qui a ces dimensions. Donc si je prends les paramètres de cette fenêtre, donc je fais Alt, ou bien je clique sur cet élément, prendre paramètres, je prends les paramètres de la fenêtre, donc je prends les propriétés, et je viens là, CTRL Alt, clic, vous voyez que c'est maintenant 2000 et 1200, automatiquement. Donc j'ai communiqué en fait les paramètres de cette fenêtre dans cette nouvelle fenêtre. Donc voilà, ça c'était les 5 points que j'aurais dû savoir au début
quand vous apprenez Archicad, c'est très important. Ça vous permet de gagner du temps en travaillant sur votre projet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous, likez et partagez autour de vous. Alors, si vous voulez aller plus loin, je vous laisse un tuto juste là à côté. Moi, je vous dis à la prochaine. Peace.